Les gars, je vous préviens tout de suite que si vous regardez cet anime jusqu'au bout, il y a de fortes chances que vous finissiez par pleurer. Dans cette histoire, un commandant de l'armée respecté et un chef d'opération spéciale qui vivent dans la persécution finissent par former un lien grâce à des conversations à distance. Alena, connue sous le nom de Major Melissa, s'efforce d'apporter la justice et l'égalité à la fois à son peuple et à ses collègues qui sont isolés, forcés de se battre comme des soldats jetables dans une zone de guerre. L'histoire commence par le réveil d'Alena dans sa chambre, prête à affronter une nouvelle journée. Son apparence montre clairement qu'elle fait partie des forces armées de son pays. Après avoir pris son petit déjeuner avec sa mère, elle quitte la maison. En chemin, elle voit un journal et découvre qu'une bataille a eu lieu au quartier général de San Magnolia. L'armée a été victorieuse, sans aucune perte, grâce aux unités de combat autonomes. En arrivant à la caserne, Alena trouve les officiers dans un état lamentable, tous ivres et sans aucun professionnalisme. Elle entend l'un des officiers parler de la bataille de la veille comme si ce n'était rien, ce qui le met encore plus en colère, car il traite les unités de combat autonomes avec un mépris total. Alors qu'elle tente de corriger cette attitude, elle tombe sur Rose, qui la surprend en étant active si tôt. Rose lui fait remarquer qu'elle a passé la nuit à travailler, contrairement aux autres, et avant qu'Alena ne puisse confronter la personne qui lui a manqué de respect, Rose l'avertit qu'il ne sert à rien de se battre, car tout le monde pense que l'ennemi va disparaître en un rien de temps. Donc personne ne prend rien au sérieux, et elle finira par être perçue comme étrange si elle insiste sur ce point. Plus tard, Alena entend des officiers se plaindre des exigences du secteur 86 et s'énerve. Rose lui demande alors directement pourquoi elle s'intéresse au secteur 86. Elle reste silencieuse jusqu'à ce que son bracelet sonne, signalant le début d'une nouvelle agitation quelque part. Alena se rend à son bureau, s'installe devant son ordinateur dernier cri et commence à suivre la guerre. Elle guide les soldats, mais pour eux, elle n'est qu'une sale cochonne de plus qui prétend être gentille et se soucier d'eux, mais qui, en fin de compte, les traite aussi comme des machines sans valeur. Peu après, le général Karstal la surprend en lui annonçant qu'il va changer son unité. Il lui explique que l'un des officiers de l'équipe part à la retraite et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour prendre la relève. Il lui annonce qu'elle sera transférée à la ligne de défense 1 du secteur 1, appelée Escadron Fer de Lance. Il ajoute que cette équipe rassemble des guerriers de tous les coins de l'Est, car il fait des recherches sur cette unité. Alena se rend compte qu'elle n'a pas assez d'expérience pour un rôle aussi important, puisqu'elle n'est que major débutante, mais l'homme lui rappelle qu'elle est la plus jeune à obtenir ce poste et lui demande de ne pas se sous-estimer. Puis, regardant une photo d'elle avec son père, il dit que ce dernier serait fier de ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Lorsqu'il parle de sa mère, Margarota, Alena fait remarquer que sa mère ne cesse de lui dire de se marier bientôt. Elle demande à nouveau s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait prendre le commandement de l'unité d'élite à sa place. L'homme au nom compliqué lui explique alors que l'escouade dont elle aura la charge compte un soldat surnommé le Faucheur et qu'on raconte qu'il sape ses propres amis, de sorte que n'importe qui ne peut pas diriger cette équipe. Alena trouve étrange qu'un processeur soit responsable de tant de dégâts, plutôt que l'inverse. L'homme lui apprend alors que ses prédécesseurs à ce poste ont toujours essayé de faire pression sur elle pour qu'elle prenne sa retraite, qu'elle transfère des unités et que, finalement, certains sont allés jusqu'à se suicider. Alena prend peur, mais l'homme lui rappelle qu'elle n'est pas obligée d'accepter le poste. Malgré tout, elle décide de l'accepter et de diriger l'équipe. Il lui explique qu'elle ne doit rien faire de plus que l'essentiel et lui demande de ne pas pousser trop fort pour s'approcher des processeurs et aussi de ne pas noter le nombre de morts dans les rapports, puisqu'officiellement il n'y a pas d'humains sur le champ de bataille. Lorsqu'Alena se plaint, il lui dit qu'elle lui rappelle son père, puis la nomme officiellement commandant de l'unité 1 du secteur 1 et lui demande un rapport dès qu'elle le peut. Plus tard, Rose trouve étrange qu'elle ait accepté ce poste. Elle dit que maintenant, Alena a la responsabilité de diriger l'unité d'élite, ce qui est un rôle très important. Rose se méfie également des nouvelles concernant la mort des soldats et pense qu'il y a des gens qui inventent des histoires justes pour ne pas avoir à travailler. Rose fait également remarquer que l'un des soldats de l'escadron du fer de lance est devenu fou et a fini par se suicider, même si elle a déjà entendu cela auparavant. Alena est choquée par cette idée et Rose révèle qu'elle a reçu une demande d'enquête sur ce cas, car le plus grand soupçon est que leur appareil de communication en est la cause. Elle explique que tout ce qu'ils ont découvert, c'est que l'appareil de dissimulation fonctionne normalement, mais elle précise qu'elle n'est pas satisfaite de la façon dont le secteur 86 a géré l'affaire. Elle a ensuite présenté une image montrant l'impact de ce dispositif sur le cerveau, en disant que l'utilisation de cette entreprise pourrait causer de graves dommages si quelqu'un essayait d'utiliser sa vue et son oui en même temps. Elle a ensuite proposé à Alena de rejoindre le secteur de la recherche et du développement si elle voulait en savoir plus sur les appareils et les robots, car son poste de soldat ne durerait que 2 ans après la fin de la guerre. Mais dans le domaine de la recherche, elle pourrait poursuivre sa carrière. Alena refuse,
précisant que le pays est en guerre et qu'elle a des obligations à remplir. Finalement, elle s'est autorisée à déguster un gâteau préparé par Rose, avec des ingrédients naturels, ce qui est assez rare, car tout le monde survit depuis longtemps avec des aliments artificiels, et manger quelque chose de vrai est devenu un luxe à l'heure actuelle. Le lendemain, la section d'Alena a subi une perte importante, et lorsqu'elle a essayé de communiquer avec l'un des soldats, on lui a dit que l'un d'entre eux était mort. Elle s'en voulut de ne pas avoir pu diriger le groupe à ce moment-là, juste avant le passage à l'escadron fer de lance, et lorsqu'elle en fit part à ses subordonnés, l'un d'eux lui présenta ses plus sincères condoléances sur un ton ironique, puis lui demanda de saluer la faucheuse. Un autre jour, dans le secteur 86, Shine vérifiait ses notes jusqu'à l'heure du petit déjeuner. Il alla manger avec les autres soldats, qui se moquaient d'un collègue du secteur qui avait pété les plombs lors de la dernière bataille. Ensuite, Shine a discuté avec un ami qui lui a dit qu'il préférait mourir sous les ordres de la faucheuse plutôt que de suivre les ordres d'un cochon blanc. Plus tard dans la nuit, ils ont eu une confrontation brutale qui s'est terminée par la blessure grave d'un des compagnons. Lorsque tout s'est calmé, Shine est allé voir son ami et s'est rendu compte qu'il n'avait aucune chance de survie, ce qui l'a contraint à l'abattre. Plus tard, Shine a gravé le nom de son ami sur une partie de son robot afin de ne pas l'oublier. Par la suite, tout le monde a été surpris de constater que le responsable du groupe était cette fois une femme. Lena s'adressa à eux par le biais du communicateur qu'il portait à l'oreille, se présentant officiellement comme leur nouveau commandant. Shine répondit en disant qu'il dirigeait l'escouade du fer de lance et qu'on l'appelait l'Undertaker et qu'il était prêt à travailler à ses côtés. Par la suite, Shine a rencontré ses collègues qui lui ont dit qu'ils pensaient que la nouvelle commandante était un peu dangereuse. Au cours de la conversation, Levi, le mécanicien, est apparu très en colère parce que les véhicules explosaient toujours lors des missions. Levi se plaint qu'il manque de pièces pour les réparer et qu'ils n'ont plus qu'à attendre l'arrivée de nouvelles fournitures. Il a donc eu l'idée d'utiliser des pièces provenant de véhicules de soldats déjà tombés au combat et a demandé à Shine s'il était d'accord. Shine ne trouve pas l'idée mauvaise, et lorsque Levi demande des nouvelles de la nouvelle opératrice, il explique qu'elle a déjà envoyé un message de bienvenue au groupe et qu'elle souhaite maintenir une bonne relation avec l'équipe. Il termine en disant que ce genre d'attitude n'est pas commun pour une soldate de sororité, et Levi conclut qu'elle semble être une personne normale, et ironise en disant qu'ils vivent une vie très difficile, avec quelques pauvres dans son discours. Shine ramasse un morceau de métal sur lequel est gravé le nom de son ami, et ces métaux avec des noms gravés qu'il fabrique sont comme les plaques d'identité que portent les soldats. Mais comme les processeurs ne sont pas considérés comme des humains, ils n'ont même pas ces plaques d'identité. Shine a ensuite pris le nom de son ami et l'a placé à côté des souvenirs de ses autres collègues décédés. Il note toujours les noms de ceux qui meurent pour qu'ils ne soient pas oubliés. Le lendemain, Shine révise les notes tandis que le personnel prépare une célébration. Mais soudain, une alerte survient. Une armée ennemie approchait, un orage était sur le point d'éclater. Malheureusement, le radar serait hors service pendant 2 heures. Ils ont décidé de battre en retraite et Shine a rassemblé tout le monde pour expliquer le plan. Il leur dit qu'il y a un groupe d'ennemis à proximité, avec des renforts qui arrivent juste derrière, et leur propose de tendre un piège à un endroit précis pour essayer de détruire le plus de véhicules possible. Dès qu'ils ont été prêts à agir, Alina les a contactés pour leur dire que les troupes ennemies approchaient. Mais elle a été surprise car Shine et l'équipe étaient déjà en route, prêts à attendre une embuscade aux ennemis. Au bout de 2 heures, la légion d'ennemis est apparue. La plupart d'entre eux semblaient être des patrouilleurs, et lorsqu'ils ont compris à qui ils avaient affaire, ils ont su qu'ils allaient devoir donner le meilleur d'eux-mêmes, et ont attendu le moment exact où les ennemis arriveraient au point convenu. Ils ont fini par s'affronter directement, et Shine a continué à coordonner l'équipe au milieu de la bataille. Et lorsque les ennemis ont commencé à tirer des missiles, il a ordonné à tout le monde de se replier. Alina a envoyé l'emplacement des avions pour aider, mais il lui a demandé de ne parler que par la voix, car l'envoi de données pourrait révéler leur emplacement. Lorsque Raiden fit remarquer qu'il y avait trop d'ennemis cette fois-ci, Shine lui dit de voir cela comme une chasse et de s'amuser à éliminer chacun d'entre eux. Alina fut surprise de voir comment Shine s'attaquait à ses ennemis sans hésitation. Esquivant avec précision chaque attaque, il détruisait les ennemis un par un, avec une grande rapidité et une grande précision, et Alina réalisa à quel point il était fort. Petit à petit, Shine a éliminé beaucoup d'ennemis, et ils sont tous sortis victorieux, remportant leur première victoire depuis qu'Alina a rejoint l'équipe. Après cela, nous voyons Alina se rendre en classe, et elle ne s'est pas retenue lorsque le professeur a dit qu'il n'y avait plus de pertes dans les batailles depuis qu'ils avaient commencé à utiliser les drones de la République. Mais elle a dit qu'elle allait raconter à tout le monde la véritable histoire de la République. Cela dit, elle a expliqué que l'armée avait été vaincue il y a 9 ans et qu'elle était sur le point d'être détruite, ce qui a obligé la République à prendre 2 mesures. Déplacer tout le monde dans les 85 districts et adopter une loi pour garantir la paix pendant la guerre. Elle a également indiqué que des lois spéciales avaient été créées. Cette loi retirait la citoyenneté et les droits à tous ceux qui n'avaient pas les cheveux blancs et les yeux argentés, de sorte que seuls les Albus étaient autorisés à vivre en paix. Les autres ont été exclus,
traités comme s'ils n'étaient pas humains, et ont fini par être enfermés dans des camps de détention en dehors de ces districts, et c'est ainsi qu'est né le secteur 86, isolé par une forteresse construite à cet effet, et les gens qui vivent dans le secteur 86 s'appellent 86. Elle montre aux élèves l'image des véhicules de combat, et révèle que ceux qui les pilotent sont de vraies machines, et non des machines autonomes comme tout le monde le croit. Mais les Albus disent qu'il n'y a personne là-dedans, car pour eux, les habitants du secteur 86 ne sont même pas considérés comme des humains. Une étudiante a dit que les gens du district 86 n'étaient pas humains, qu'ils étaient des êtres qui n'avaient pas réussi à évoluer comme eux. Mais elle a révélé qu'ils étaient humains et qu'ils mouraient tous les jours au combat, disant qu'elle s'était elle-même battue à leur côté. Mais elle a été choquée quand l'un des élèves lui a demandé si elle était déjà allée au front. Elle lui a répondu qu'elle n'y était allée qu'une fois, mais qu'elle n'avait jamais combattu, car seuls les 86 sont obligés de risquer leur vie. Le professeur a alors commencé à se disputer avec elle, l'accusant de défendre les 86. Elle a ensuite voulu savoir ce que signifiait le drapeau du pays, et lorsqu'il a répondu que c'était un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice et de noblesse, il a finalisé sa réponse en disant que cela ne s'appliquait qu'aux êtres humains. Ceci dit, il lui a demandé de ne plus raconter de mensonges aux élèves. Elle a tout de même tenu à dire que les personnes du 86 sont aussi des humains comme eux, qu'ils ont des âges différents, qu'ils n'ont pas les mêmes privilèges et qu'ils ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages que les autres. Ensuite, elle est allée voir Rose, qui l'a prévenue qu'elle risquait d'être punie pour ce qu'elle avait dit en classe. Mais cela ne l'inquiétait pas, car elle avait confiance en son oncle, Karstal, qui s'en chargerait. Rose lui dit alors qu'il est trop tard pour corriger les erreurs de la nation. Et lorsque Rose lui demande quel a été son premier contact avec la faucheuse, elle lui explique qu'ils ont toujours parlé et échangé des idées sur diverses choses. Elle sentait une vraie connexion avec lui, même s'ils étaient très éloignés l'un de l'autre. Puis elle a commencé à se souvenir de ses bons côtés et a dit qu'il n'était pas aussi effrayant que les gens le faisaient croire. Rose s'est rendu compte qu'elle était nerveuse en parlant de Shine, et dès qu'elle est retournée dans sa chambre, elle a utilisé son dispositif de dissimulation pour lui parler, et a fini par discuter pendant des heures. Pendant ce temps, le groupe des 86 profitait de son temps libre pour jouer et manger. Shine lisait son journal, et Raiden voulait en savoir plus sur Lina. Raiden fit remarquer qu'elle avait l'air d'être plus qu'une enfant gâtée, mais il dut bientôt partir lorsque les gars l'appelèrent. Lorsque Shine s'est calmée, Angèle est arrivée avec une part de gâteau qu'elle avait préparée elle-même. Elle lui demanda ce qu'il lisait, et il lui expliqua qu'il lisait pour se distraire quand il avait la tête trop pleine. Peu après, Lina est entrée en contact avec le dispositif de dissimulation, et certains étaient déjà un peu fatigués d'elle, car elle se présentait tous les jours depuis une semaine. Shine a dit qu'il se détendait, et elle s'est plainte que ses rapports, depuis qu'elle est arrivée dans les cadrans du fer de lance, étaient tous les mêmes. Shine voulait savoir pourquoi elle s'intéressait tant à ce qui se passait sur la ligne de front, et elle a répondu que cela faisait partie de son travail d'analyser les stratégies et les formations. Elle lui demanda d'envoyer les rapports plus souvent, et lui assura qu'elle les lirait tous, et Shine dit qu'il n'était pas doué pour la lecture et l'écriture, car il n'y avait pas d'école dans le secteur 86. Médian intervint, disant que c'était juste la paresse de Shine à écrire, et à la fin il dut envoyer un rapport détaillant toutes les missions à Lina. Elle a alors fait remarquer qu'elle était dans la même tranche d'âge qu'eux, et a voulu savoir depuis combien de temps ils servaient. Ils répondirent qu'ils en étaient à leur 4e année, et que Shine en était à sa 5e, donc il était le chef. Lina lui demanda s'il avait des rêves pour l'avenir, et il répondit qu'il n'y avait jamais pensé. Elle lui dit d'essayer de penser à quelque chose, et il y réfléchit. Le lendemain, Haruto proposa au garçon de regarder les filles pendant qu'elles se baignaient dans la rivière. Daya se renfrogna et refusa, mais l'un des garçons fit valoir que la vie était courte et qu'il fallait profiter au maximum de toutes les occasions qui se présentaient. Daya a soutenu que la bonne chose à faire était que tout le monde soit loyal. Il a pensé qu'il s'agissait d'une trahison. Les filles profitaient de leur bain et Kurena restait assise sur les rochers à les observer. Elles ont commencé à parler de ce qu'elles pensaient de Shine, et certaines ont taquiné Kurena parce qu'elles savaient qu'elle l'aimait bien. Mais elle l'a toujours nié. Angèle a dit qu'il était calme et qu'elle aimait ses manières, ce qui a rendu Kurena jalouse. Et Angèle a même plaisanté en disant qu'elle ne l'a pas poursuivi parce qu'elle sait que Kurena l'aime trop. Ce qui rend Kurena elle-même très embarrassée. Et même si elle le nie, tout le monde sait déjà la vérité. Haruto et Théo trouvent étrange que Daya soit si excitée, observant plus que les autres, mais il dit qu'il le fait seulement pour étudier le comportement des filles. Il fut bientôt découvert lorsqu'elles le jetèrent hors des buissons et les filles décidèrent d'attaquer. Angèle a jeté un couteau et est allée se racheter, mais il était terrifié. Angèle s'est vite rendu compte qu'il n'était pas seul et a frappé Théo avec une pierre. Ils ont découvert que tout le monde se cachait et ont commencé à interroger Geraldo. Ils lui demandèrent ce qu'il voulait, et Daya finit par expliquer pourquoi Théo et Haruto traînaient dans les parages. Il dit alors qu'ils étaient venus pour demander quelque chose, et Kurena dit qu'ils venaient d'utiliser leur appareil de communication. Mais Théo s'excusa, disant qu'il ne voulait pas s'interposer s'il parlait de choses romantiques. Lorsque Haruto mentionna que Kurena aimait Shine, ils furent distraits et pensèrent avoir changé de sujet.
mais Angel revint rapidement sur le sujet et voulut savoir quelle était leur question. Ils étaient tous les trois perdus. Puis Daya demanda quelque chose d'aléatoire à propos de la couleur de leurs sous-vêtements, et ils finirent par se faire prendre. Ce soir-là, Kurena est irritée par les conversations entre Shine et Lina. Elle est sortie en trompe de la chambre, suivie par Daya. Elle se défoule en disant qu'elle veut partir avec le groupe, car tout peut s'arrêter à tout moment. Daya tente de la calmer en lui disant que ce n'est qu'une phase et que bientôt Lina disparaîtra et ne les dérangera plus. Il lui suggéra de dire à Shine ce qu'elle ressentait et de lui demander de ne plus parler à cette femme. Kurena s'est alors calmée, s'est excusée pour sa réaction et lui a dit qu'elle ne pourrait jamais pardonner à ces porcs blancs aux cheveux argentés, car ce sont eux qui ont tué sa mère, la traitant comme une cible sur laquelle s'entraîner, comme s'il s'agissait d'une poupée. Ils retournèrent ensuite au groupe et Lina était toujours là, discutant de choses et d'autres. Raiden a dit que pendant les batailles, l'obscurité était si lourde, l'atmosphère était à la terreur. Mais il s'est souvenu de la première fois qu'il a vu les étoiles dans le ciel pour de vrai. Il dit se souvenir également du moment où ces petites choses blanches et silencieuses ont commencé à tomber du ciel. À l'époque, il avait dit quelque chose de vraiment bizarre, mais il était trop gêné pour le dire à tout le monde. Mais Shine s'est souvenu de ce qu'il avait dit et l'a répété à tout le monde. Raiden était très timide d'avoir dit ça, et tout le monde a été surpris quand Lina a dit qu'elle rêvait de voir les étoiles, puisque ce n'est pas possible là où elle vit. Kai expliqua que les nuits y étaient très sombres et qu'il vivait isolé. Lina lui demanda si elle ressentait de la haine envers elle, et Kai répondit qu'elle ressentait de la colère face à la discrimination et à l'oppression, car il était très difficile de vivre dans cet endroit, et impossible d'aimer ceux qui les traitaient comme une race inférieure, les isolait et les forçait à se battre tous les jours. Malgré cela, elle a déclaré qu'elle ne pensait pas que tous les Albas étaient mauvais, tout comme tous les 86 n'étaient pas parfaits. Car révéla qu'elle venait d'une race rare et qu'elle avait vécu beaucoup de choses dans l'autre équipe, mais qu'elle ne détesterait jamais Lina pour le simple fait d'être une Alba. Finalement, elle a dit que pour l'instant, elle trouvait que Lina était une personne très intéressante. Dans un autre moment, nous voyons Lina avec Rose dans une bibliothèque abandonnée, à la recherche de preuves. Rose lui conseille de ne pas trop s'impliquer avec les 86, soulignant qu'ils ne sont pas humains et qu'il n'y a pas de confiance entre les 86 et les Albas. Rose trouve ensuite une carte indiquant où se trouve le secteur 86 et ses environs. Plus tard, Lina retourne dans sa chambre et décide d'utiliser cette carte pour soutenir les gens au combat et utilise le dispositif de dissimulation pour entrer en contact avec les 86. Pendant la conversation, elle est surprise d'entendre un chat miauler. Le groupe expliqua qu'il s'occupait d'un chat orphelin qui avait perdu ses parents et qu'il avait donc plus d'affinité avec Shine qu'avec les autres membres. Lorsqu'elle a voulu connaître le nom du chaton, ils lui ont répondu que chacun l'appelait différemment et qu'il n'avait donc pas de nom fixe. Elle a donc fini par dessiner le chat en bas d'une page de son journal. Peu de temps après, Kai est venue pour parler. Elle lui a dit qu'elle l'intéressait davantage et qu'elle voulait connaître son avis sur un sujet. Lorsque Lina lui a demandé pourquoi elle s'intéressait à elle, Kai lui a raconté qu'il y a longtemps, elle avait été sauvée sur le champ de bataille par un médecin qui lui avait dit qu'il était fier de protéger sa patrie et que cela le motivait à se battre. Ces paroles ont touché Kai, lui faisant croire que tout le monde devrait suivre cet exemple, et elle s'est plainte du fait qu'ils étaient toujours envoyés en première ligne sans que personne ne prenne la peine d'observer leur bataille. Elle fit également remarquer que son propre peuple n'essayait pas de communiquer avec eux, et soudain, Kai laissa Lina sans voix en lui demandant si elle était toujours vierge après toutes ces choses sérieuses. Le bruit est alors venu du côté de Lina, et Kai a expliqué qu'elle ne parlait pas au sens propre, mais plutôt parce qu'elle voyait Lina comme quelqu'un d'innocent, qui pensait que tout était parfait et que ce n'était pas une mauvaise chose. Kai l'avertit alors que tout ce travail ne lui convient pas. Elle a demandé à Lina de ne pas trop s'impliquer, car tous ne se battent pas pour des causes héroïques. Elle a suggéré à Lina de ne plus garder le contact et d'essayer de trouver quelqu'un pour la remplacer, avant qu'elle ne le regrette. Quelques jours plus tard, elles se sont retrouvées dans un nouvel affrontement, et Lina a essayé de les aider en leur donnant des informations. Mais elle s'est rendue compte que le groupe avait déjà mis en place sa stratégie d'attaque, et elle s'est donc contentée de les suivre. Elle suggéra à l'un d'eux de se détourner vers un autre point pour faire diversion, mais fut surprise lorsque Raiden mentionna que son plan consistait à utiliser le gin comme whisky, et qu'il pensait même que l'idée était valable venant d'une Alba. Lina se souvint bientôt qu'elle avait accès à une nouvelle carte, et elle pensa donc à partager l'information. Le groupe fut surpris qu'elle accepte de partager des données confidentielles, mais elle répondit que cela ne servirait à rien s'ils ne les utilisaient pas. Au milieu de cette conversation, le groupe faisait déjà face à un ennemi, et Lina suivait tout sur la carte jusqu'à ce qu'elle voie Kai aller droit vers un ennemi. Avant qu'elle ne puisse l'avertir de ne pas y aller, le signal de Kai disparut, et les derniers mots qu'elle entendit furent qu'elle ne pouvait pas bouger et qu'elle ne voulait pas mourir à ce moment-là. Et pendant ce temps, l'ennemi approchait.
Après la mort de Kai et la fin du combat, Lina s'en voulut, pensant qu'elle aurait dû trouver la carte plus tôt. Elle s'est excusée auprès de tout le monde, mais a été surprise de les entendre dire que les gens comme elle ne se souciaient pas de leur mort, et qu'elle oublierait tout cela avant le dîner, puisqu'elle n'a pas d'obligation majeure là-bas. Ils ont dit qu'elle était hypocrite, et Théo a alors exprimé sa colère, en disant que les gens comme elle les traiteraient toujours comme des êtres inférieurs, sans les considérer comme de vrais humains. Il a dit qu'il ne servait à rien d'être gentil et de bavarder tous les jours, parce qu'elle ne voulait même pas connaître le vrai nom de qui que ce soit. Il a révélé qu'ils étaient tous là de force, contraints par son peuple à affronter la mort tous les jours. Chaque mot prononcé par Théo blesse encore plus le cœur de Lina, car il montre à quel point ils lui en veulent, à elle et à ses ancêtres. Et alors que Théo déversait sa haine, Aide l'interrompit et demanda à Lina de mettre fin au contact, car personne n'était disposé à parler gentiment à présent. Mais cela n'a servi à rien, Kai est mort, et elle ne reviendra pas. Le lendemain, le groupe reprend ses activités habituelles, mais Théo est un peu en retrait. Les gars ont remarqué qu'il avait dessiné un renard avec une expression de colère, et Corena lui a demandé s'il était contrarié par ce qu'il avait dit à Lina, mais il a fait comme si de rien n'était. C'est alors qu'Anju et Rin s'approchent de lui et lui prennent sa veste. Anju a réparé le bouton qui était tombé pendant la bataille, tandis que l'autre personne a fait remarquer qu'il avait changé de comportement, car ce n'est pas dans ses habitudes de passer sa colère sur d'autres personnes. Plus tard, Théo se rendit au garage, où il trouva Shine en train de réparer son véhicule. Il pensa à demander ce que le commandant Renard dirait à Lina à sa place, mais renonça avant d'entendre une réponse, disant que la trouille blanche ne communiquerait plus avec eux. Shine répondit que le commandant qui utilisait le renard comme symbole ne dirait pas cela de Lina, et il savait que c'était ce que Théo ressentait vraiment, ce qui embarrassa quelque peu Théo. Le soir, Shine se rend dans sa chambre, écrit le nom de Kai à côté des autres morts de la guerre et se demande ce que pense Lina. Le lendemain, Lina va voir Rose et lui raconte tout ce qui s'est passé la veille. Rose lui dit que Lina devrait accepter que les gens vivent dans leur propre monde, mais Lina ne peut pas l'accepter. Rose a dit qu'il était impossible d'imaginer qu'elle aille au secteur 86 et qu'elle se batte avec eux, et que maintenant tout ce qu'elle avait à faire était de s'occuper d'elle-même. Lorsque Rose lui fait remarquer qu'elle a préparé sa friandise préférée, Lina répond qu'elle ne veut rien manger. Rose s'étonne qu'elle attache tant d'importance au fait qu'elles ne connaissent pas leur vrai nom, puisqu'elles ne se rencontreront jamais en personne. Lina a alors expliqué qu'elle connaissait le nom de son amie parce qu'elles étaient amies, et que le nom représente la personne. Et après y avoir réfléchi, elle s'est rendue compte qu'elle avait toujours traité les 86 comme s'ils n'étaient pas de vrais humains. Rose a dit qu'elle exagérait et a affirmé qu'elle et le groupe des 86 n'étaient pas amis, et que si elle les avait vus comme de vrais amis, elle leur aurait tout de suite demandé leur vrai nom. Rose a alors déclaré qu'il était temps pour elle de s'éloigner d'eux. Lina se sent désolée de tout cela, et Rose dit qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elles sont différentes. Rose dit que la guerre a déjà commencé et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle propose alors à Lina de retourner au laboratoire et de faire une pause dans la direction de l'équipe, mais Lina rejette la suggestion et part en colère. Sur le chemin, Lina se souvient de la fois où elle est allée au front avec son père, qui était colonel. Il se trouvait dans un hélicoptère qui survolait la zone lorsqu'ils ont été surpris par une attaque. À ce moment-là, ses pensées sont interrompues par la voix de son oncle, Kartal. Elle s'est ouverte à lui disant qu'elle n'arrivait pas à se sortir de la tête tout ce qui s'était passé auparavant. Malgré la tristesse que lui inspire le sort de son père, Lina remarque qu'au moins le fait d'avoir vu Sector 89 de près lui permet de se raccrocher au principe que le pays a abandonné. Kartal a fait remarquer que son père était quelqu'un de bien, qui voulait toujours faire ce qu'il fallait et rendre l'endroit meilleur. Mais il a admis qu'il avait honte que son père ait été tué de cette façon, surtout parce que dans le secteur, il regardait tout de loin, et que son père ne s'en était jamais rendu compte avant de mourir. Il a toujours cru que seuls les soldats du secteur 86 étaient morts, et c'est pourquoi il y a emmené sa fille. Ensuite, Kartal a dit qu'il ne voulait pas que Lina répète les erreurs de son père. Il l'a félicité pour son travail et lui a expliqué qu'il ne lui avait confié une unité aussi complexe que parce qu'il voulait qu'elle comprenne vraiment ce que ces gens enduraient jour après jour, et qu'en dehors de son besoin d'apprendre, il n'y avait pas d'autre besoin dans ce travail. Malgré cela, Lina resta sur ses positions et voulut continuer à commander l'escadron fer de lance. En la regardant, son oncle lui demanda si elle croyait encore aux idéaux de la République. Il lui expliqua que ces valeurs étaient appelées ainsi parce que la plupart des gens ne les atteignaient jamais et que ceux qui les poursuivaient finissaient par être considérés comme des imbéciles. Après cette conversation, Lina rentra chez elle en pensant à ce que Théo lui avait dit. N'y tenant plus, elle court au cimetière des victimes de guerre et décide d'appeler Shine. Lorsque Shine a répondu, elle s'est excusée pour ce qui s'était passé la veille, mais aussi pour des choses anciennes.
Elle lui a dit son vrai nom et lui a demandé de lui révéler le nom des autres. Shine dit qu'elle n'a pas besoin d'être bouleversée par les paroles de Théo, car ce n'est pas l'avis de tout le monde. La plupart des personnes présentes ont compris qu'elle ne les avait pas mis dans cette situation et qu'elle n'avait pas le pouvoir de la changer. Il a dit qu'il trouvait inconsidéré de leur parler sans même connaître leur nom, mais il a expliqué que ce n'était pas nécessaire puisqu'ils devaient porter des badges dans les véhicules, même s'il n'y avait pas de risque d'interception, et que les données des processeurs étaient bloquées juste pour s'assurer que personne ne les traitait comme des gens ordinaires. Lina est indignée et qualifie l'ensemble de l'opération de lâche. Elle a dit qu'elle avait pensé à s'enfuir, mais qu'elle ne voulait pas vivre comme une lâche. Elle a presque supplié de lui donner les vrais noms de tout le monde, et Shine a fini par céder. Il sortit son carnet et écrivit le nom de chacun, un par un. Lorsqu'il eut fini de les écrire, elle entendit un bruit à côté de lui, et Shine expliqua qu'il notait le nom de Kai, car les 86 n'ont pas de tombe. Alors il découpait des morceaux dans les véhicules de l'unité pour marquer les noms de ceux qui étaient tombés, et il jurait que le dernier survivant porterait ces noms jusqu'à leur destination finale, et cette tâche revenait toujours à Shine, car il est celui qui survit toujours, et il considérait donc que cela faisait partie de sa mission. Lina a été surprise d'apprendre qu'il faisait cela depuis 5 ans et a demandé combien de personnes étaient mortes depuis. Shine lui répond que 561 personnes sont mortes et qu'il se souvient de chaque mort parce qu'il se sent responsable de tous ceux qui ont combattu à ses côtés. Elle comprit enfin pourquoi on l'appelait Shinigami. Lina a ensuite révélé qu'elle se sentait mieux et qu'elle avait trouvé le courage de parler à tout le monde. Shine décida de l'emmener devant le groupe pour qu'elle puisse s'excuser en personne et sans hésitation. Elle s'est excusée auprès de tout le monde pour ce qui s'était passé la veille et pour la façon dont elle s'était comportée pendant tout ce temps. Elle leur a dit son vrai nom et a admis que ce n'était que maintenant qu'elle se rendait compte qu'elle ne les traitait pas comme de vraies personnes. Lorsqu'elle leur a demandé leur vrai nom, Hotel s'est montré irrité et a trouvé sa demande ennuyeuse puisque Shine lui avait tout dit, mais elle a insisté sur le fait qu'elle voulait l'entendre de leur bouche. Hotel se plaignit, disant que c'était la faute de Shine s'il ne s'était pas tu, même s'il savait qu'il le regrettait déjà, comme il l'avait fait avec Lina. Finalement, Hotel lui expliqua que le symbole de son véhicule était un renard-rieur, et qu'il avait hérité de ce symbole de son ancien commandant, qui était aussi une Alba comme Lina. Il dit que ce commandant était très fort, vif et spontané. Il avait l'air un peu bête et trouvait anormal qu'il se batte seul contre les ennemis de l'Empire. Il s'est battu courageusement aux côtés de son équipe, mais ils sont tous morts. Hotel lui fit alors comprendre qu'il ne voulait pas qu'elle fasse de même, mais qu'il n'allait pas non plus la considérer comme faisant partie d'eux, tant qu'elle resterait derrière les murs. Il prononça alors son nom, et le reste de l'équipe fit de même. Quand ce fut le tour de Raiden, il s'excusa car avant, il avait cru qu'elle voulait jouer les gentils en étant une fausse personne, leur parlant tous les jours. Malgré tout, il était d'accord avec Hotel, disant qu'il ne la traiterait pas comme un membre du groupe. Il a dit que rien ne changerait si elle connaissait leur nom et que tout le monde continuerait à lui parler juste pour passer le temps. Il lui a également suggéré de chercher un autre travail que de s'occuper de l'unité, et Alina a répondu qu'elle resterait en contact si cela pouvait les aider à passer un meilleur moment. Alors que Shine monte dans sa chambre, Alina se rend compte qu'il n'a toujours pas prononcé son propre nom. Il dit qu'il a oublié, et lorsqu'il révèle son nom en entier, elle est surprise et lui demande s'il connaît un certain Shurei, connu sous le nom de Code Laran. Dès que les souvenirs ont refait surface, Shine lui a dit qu'il s'agissait de son frère aîné, et Alina s'est souvenue du jour où elle a failli mourir lorsque l'hélicoptère s'est écrasé avec son père et les gardes, et qu'après la mort de tous, elle a été terrifiée de voir un drone ennemi qui lui tirait presque dessus. Mais à ce moment-là, l'un des véhicules de Z-86 est apparu et lui a sauvé la vie. Après avoir vaincu l'ennemi, le commandant est sorti pour prendre de ses nouvelles, et elle a vu qu'il s'agissait de Shurei, le frère aîné de Shine. Il s'est occupé d'elle et lui a même offert un bonbon. Au moment de partir, elle lui a raconté ce que son père avait dit à propos de toutes les mauvaises choses que l'Empire avait faites aux Z-86 et lui a demandé pourquoi ils aidaient l'Empire de toute façon. Il lui répondit alors qu'il faisait partie du pays et que sa mission était de se battre et de protéger tout le monde et qu'il en était très fier. Il a également promis qu'il continuerait à se battre jusqu'à la fin. Alina fut surprise lorsque Shurei lui offrit un morceau de chocolat. Il lui dit qu'il avait un petit frère d'accent grave peu près son âge et qu'il espérait qu'il avait grandi et était devenu fort. Il partage le chocolat avec elle et lorsqu'elle lui demande pourquoi il ne va pas voir comment va son frère, il lui explique qu'il ne peut pas encore rentrer chez lui. Il a ensuite révélé que lui et son frère étaient nés dans la République, mais que leurs parents venaient d'un pays voisin, l'Empire guidé, et que c'est cet empire qui a créé les troupes ennemies qu'ils appellent la Légion. Alina demande à Shurei s'il n'a pas peur de partir à la guerre, et il finit par avouer qu'il ne peut tenir que tant qu'il se bat. Il a également dit qu'il ne voulait pas mourir parce qu'il voulait encore voir son frère Shine. La scène revient ensuite au présent. Elle demande à Shine des nouvelles de son frère,
et il lui révèle qu'il est décédé il y a 5 ans. Il remarque alors qu'il s'est souvenu d'une tâche qu'il devait accomplir depuis qu'il avait quitté l'armée, quelque chose qu'il cherchait depuis 5 ans, mais qu'il n'obtiendrait que le lendemain. Sur le chemin du travail, Alina croise Rose, en uniforme cette fois. Elles passèrent un moment ensemble, mangeant du gâteau dès leur arrivée, comme d'habitude. Rose leur proposa d'aller voir des robes pour la fête qui devait avoir lieu la semaine suivante, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'Alina se souvint qu'elle devait se rendre à cet événement, même si elle était débordée de choses à faire. Alina demanda alors si son amie allait être accompagnée de son dernier candidat au mariage, mais Rose répondit que son dernier candidat était un petit garçon de 5 ans. Elle a montré le mur, et quand Alina a regardé le mur, elle a vu que Rose avait collé des photos de candidats au mariage qu'elle avait déjà refusés. Remarquant qu'Alina était devenue pâle, Rose lui demanda si tout allait bien et l'a mis en garde contre le danger d'utiliser trop souvent riz de vis, car le partage des sens pouvait causer des problèmes mentaux. Alina dit qu'elle a passé la nuit à analyser les données de combat, et Rose insiste sur le fait qu'il ne sert à rien de toujours vouloir aider les 86. Après avoir quitté le laboratoire de Rose, Alina contacte Shine pour lui dire qu'elle ne veut pas aller à la fête, de peur qu'un affrontement n'éclate pendant l'événement, mais il lui répond que tout ira bien. Alina s'est aussi un peu plainte que le pays organise une fête même en temps de guerre, mais Shine a répondu que rien de ce qui se passe à l'intérieur du mur ne les affecte directement. Il a remercié d'avoir analysé les ennemis, mais l'a averti qu'elle ne devait pas y consacrer tout son temps, sinon elle finirait comme lui, toujours concentrée sur la guerre. Alina décida d'écouter et de profiter un peu plus de la vie. Shine demanda alors si la fête était pour le festival de la Révolution, et elle commença à se demander comment il le savait. Shine répondit alors qu'il se souvenait avoir vu des feux d'artifice dans un parc, devant lequel se trouvait une fontaine, tout cela lorsqu'il était enfant. En regardant par la fenêtre, Alina vit le parc avec la fontaine devant, et lui demanda s'il avait déjà vécu dans le secteur quand il était enfant, mais Shine expliqua qu'il se souvenait seulement d'avoir marché avec son frère et qu'il ne se souvenait pas des visages ou même des voix de sa famille. Elle fit remarquer que Shurey voulait vraiment être de nouveau avec lui, à la maison, et pendant la conversation, Alina finit par voir un couple d'amoureux s'embrasser. Très gênée, elle se précipite dans sa chambre. Puis elle a sursauté lorsque Shine lui a dit qu'il allait se réunir avec ses amis, car plusieurs légions approchaient. Alina se mit alors à tourner en rond, confuse, et lui demanda pourquoi elle n'avait reçu aucune alerte d'attaque. Elle lui a demandé comment il le savait, mais c'est alors qu'elle a entendu le bruit de l'autre côté. Il lui a ensuite demandé d'éteindre l'appareil de dissimulation, car cette fois-ci, il y a beaucoup de brebis galeuses dont ils doivent s'occuper. Elle n'a pas compris ce que cela signifiait, et Shine lui a simplement dit qu'il lui expliquerait plus tard. Elle ne veut pas raccrocher, car si elle le fait, elle ne saura pas ce qui va leur arriver. Il a dit qu'il leur avait déjà donné tous les avertissements possibles, et quand il est parti affronter les ennemis seul, Alina a été choquée d'entendre des cris et des appels à l'aide, ce qui l'a effrayée à mort. Par la suite, elle rentra chez elle en se sentant faible, un effet de l'utilisation du dispositif de dissimulation. Elle pensa à l'utiliser à nouveau, mais les voix revinrent dans sa tête, accompagnées de flashs et de souvenirs étranges, jusqu'à ce que tout s'arrête avec le cri de Kai, disant qu'elle ne voulait pas mourir. Finalement, Alina s'est retrouvée à regarder son propre reflet sur le balcon. De l'autre côté, ils ont découvert que les drones ennemis utilisaient les fréquences des voix des morts de 86 pour semer la confusion. Au milieu du combat, Shine fut surpris d'entendre à nouveau la voix de Kai, car il avait déjà brûlé son corps pour l'en empêcher. Les 86 réussirent ensuite à vaincre les ennemis. De retour à la base, Raiden fit remarquer qu'il semblait que tout le monde allait s'endormir d'épuisement et qu'il pensait qu'ils se sentaient seuls parce qu'Alina ne leur parlait plus. Il pensait qu'elle n'allait plus les chercher, mais peu de temps après, elle a finalement repris contact et s'est excusée d'avoir perdu la tête ce jour-là. Lorsqu'il l'interrogea sur les voix, Shine lui expliqua qu'il s'agissait des esprits de personnes déjà mortes, mais qui n'étaient pas parties, et qu'il pensait lui-même que cela finirait ainsi un jour, car il entendait les voix à l'intérieur des machines ennemies. Il expliqua également que leur ennemi était une armée vaincue qui avait perdu son sens après la fin de l'Empire, et c'est alors qu'elle réalisa qu'il savait quand la flotte ennemie arrivait, parce qu'il pouvait entendre leurs mouvements. Shine fit remarquer qu'il écoutait tout le temps, même lorsqu'il dormait. Elle lui a demandé s'il pouvait les entendre à ce moment-là, et à quelle distance ils se trouvaient. Il répondit qu'il ne savait pas exactement, mais qu'il pouvait sentir toutes les flottes au-delà des anciennes frontières de la République. Il en avait l'habitude et le faisait depuis longtemps. Il voulut ensuite savoir si le gouvernement pensait que le conflit se terminerait dans 2 ans, car tel l'avait entendu de la bouche de l'ancien commandant, et il savait aussi que la flotte ennemie disposait d'un compte à rebours pour se terminer dans ce laps de temps. Alina expliqua que le processeur central de l'ennemi avait été créé sur la base du cerveau humain, et qu'il cesserait donc de fonctionner dans 2 ans. Shine a soupçonné qu'il pourrait essayer d'utiliser d'autres matériaux provenant du champ de bataille,
tels que les cerveaux de personnes décédées, pour en fabriquer un nouveau. Peu après, il déclara que les systèmes nerveux des ennemis étaient plus avancés que ceux des autres, c'est pourquoi il était interdit d'enterrer les corps des 86, sauf que même s'il avait brûlé Kai, ils avaient réussi à apprendre son cerveau et à le copier. Tout cela avant qu'elle ne meure. Alina comprit qu'il s'agissait des fameux béliers noirs, des machines ennemies qui se confondaient avec les machines normales et qui émettaient des sons de fantômes effrayants. Shine dit que cela devient de plus en plus courant, laissant leur groupe encore plus exposé et risquant de perdre la guerre avant 2 ans, puisque la flotte de nouveaux modèles ne s'arrêtera pas. Elle lui a demandé ce qu'il en était des 86, et il lui a répondu que seuls les enfants qui se battaient de leur côté étaient encore en vie, et que les autres ne tiendraient malheureusement pas longtemps. Il lui a demandé si son peuple se battrait lorsque cela arriverait, et Alina n'a pas pu répondre parce qu'elle ne comprenait pas comment la guerre se poursuivait. Elle fit remarquer que les flottes ennemies avaient diminué de moitié par rapport aux autres années, et Shine expliqua que c'était parce qu'il ne pouvait pas surveiller toutes les flottes, mais qu'il pouvait sentir la présence de beaucoup d'entre elles. Il ajouta que les béliers noirs étaient mieux traités qu'une flotte ordinaire, ce qui leur permettait de durer plus longtemps, et ce qui excitait le plus son imagination. C'était ce qui pourrait se passer s'il parvenait à s'emparer du cerveau d'un commandant de flotte comme lui, quelqu'un de très habile. Alina fut surprise de constater que ce n'était pas qu'une théorie. C'était vrai, tout ce que Shine disait allait se produire. Shine lui expliqua qu'il pouvait entendre les voix parce que les ordres des commandants étaient trop dispersés et qu'il y avait l'un d'entre eux positionné derrière le secteur de combat. Alina comprit que le groupe devait éliminer les flottes avant que toutes les 86 ne soient éliminées. Elle décida de tout donner pour aider, car elle voulait que Shine survive jusqu'à la fin de son service militaire et qu'il puisse quitter l'armée en paix. Shine se souvient de l'époque où il était petit et où il se trouvait au milieu d'une bataille. Après le conflit, il a erré jusqu'à ce qu'il trouve un véhicule portant le symbole de la faucheuse et à l'intérieur duquel se trouvait un cadavre en décomposition. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il avait trouvé le corps de Shurey déjà mort, auquel il manquait la tête. Quelques années plus tard, les membres de la 86 ont beaucoup souffert de la chaleur lors de leur déplacement dans les véhicules blindés, et pendant cette période, ils se sont rapprochés, chacun venant d'un endroit différent. Lorsque Dei, Haruto et Ika sont devenus amis, ils ne parlaient que des filles qu'ils aimaient. Plus tard, Dei a été surpris de voir Angel s'approcher de lui. Il essaya de changer de sujet, mais Nico fut plus malin, commentant la fille riche qui lui avait donné l'escadron. Théo a même fait un dessin, illustrant le corps de Lina comme celui d'une grosse femme avec une tête de cochon, et tout le monde s'est demandé comment elle réagirait en leur parlant. Déplaisanta en disant que c'était peut-être une déesse qui allait descendre et sauver tout le monde, et tout le monde s'amusa, dansant et plaisantant, tandis que Shine regardait de loin. Kurena s'est approché de lui, lui demandant si tout le monde avait bu, mais il lui a répondu que tout le monde s'amusait, car il n'y avait que de l'eau dans les verres. Kurena a remarqué les arbres pleins de fleurs et s'est souvenu qu'au début, les participants à la bagarre n'aimaient pas les cerisiers, parce qu'ils fleurissent rapidement et tombent ensuite. Ensuite, elle a montré à Shine le bateau avec l'emblème qu'elle avait fabriqué elle-même. Soudain, Nico appela tout le monde à rejoindre le groupe et Kurena fut soulagée de voir qu'il n'y avait pas eu d'attaque surprise. Peu après, les filles se sont réunies et ont raconté à Kurena l'histoire populaire du symbole de Shine, à savoir qu'il était une faucheuse à la recherche de sa tête perdue et que si on enlevait la cicatrice de son cou, personne ne trouverait sa tête. Tout le monde se réjouit de l'avoir comme chef et Raiden dit en plaisantant que Shine était déjà en train de devenir célèbre. Peu après, tout le monde fut excité de voir les étoiles filantes et courut pour les voir, le laissant derrière lui. 4 mois passèrent, et les 8-6 combattirent au même endroit sous le commandement de Lina, et après avoir perdu plusieurs collègues ce jour-là, ils se retrouvèrent face au véhicule de type Scorpion, qui était supérieur en nombre et en force. Malgré tout, ils ont continué à se battre, mais au milieu du plan de Lina, le véhicule de Rika a été touché et gravement endommagé, obligeant Daya à prendre des risques pour tenter de la sauver. Finalement, il est tombé lorsque son véhicule a été détruit, il n'avait déjà plus de munitions, et juste avant de prononcer sa dernière phrase, il a été attaqué par des robots incendiaires qui ont fait exploser un véhicule blindé. Pendant ce temps, de l'autre côté, Rika résistait toujours, essayant de frapper l'ennemi avec une arme à feu. Réalisant qu'il n'y avait plus d'issue, elle décida de mettre fin à ses jours et demanda à Shine de continuer à se battre jusqu'à la fin. Shine et les quelques alliés restants continuèrent à se battre, malgré les nombreuses pertes subies. Lorsque le combat fut terminé et que l'aube se leva, Shine demanda à Lina de couper la communication, car il allait abattre Daya avant qu'il ne se transforme en monstre. Lina refusa de raccrocher, affirmant que son rôle de leader était de rester jusqu'à la fin. Après avoir mis fin aux souffrances de Daya, Shine entend un bruit étrange près de la voiture blindée. De retour à la base, les gars se rendent compte qu'Anju est manifestement secoué, mais qu'elle tente de garder la pose devant le groupe. Le soir, Shine et Raiden discutèrent de la situation, et Shine dit que ce n'était qu'une question de temps avant la fin pour tout le monde. Raiden lui demanda s'il voulait continuer à se battre seul pour réaliser son rêve de construire une tombe pour son frère, et Shine répondit que c'était tout ce qui lui restait, puisque son frère était mort sans même lui avoir pardonné.
Raiden se rendit compte qu'il ne s'était toujours pas remis de l'histoire de la tête de son frère, et Shine retourna simplement dans sa chambre et enregistra les noms de ses amis morts ce jour-là, et les rangea avec le reste. Il se souvint aussi de la voix de Shurei après la mort de Daya, qui le blâmait pour tout, et se rappela un moment, enfant, où il avait entendu son frère dire qu'il était la raison de la mort de ses parents, et qu'il allait être la raison de leur mort à eux aussi, quelque chose de très traumatisant pour un enfant. Le lendemain, Lina dégustait le gâteau d'anniversaire que Rose avait préparé. Elle reçut ensuite un autre cadeau, et fut surprise parce qu'elle en avait déjà reçu un auparavant. Elle se demanda pourquoi elle avait choisi le rocking chair, et Rose expliqua qu'elle l'avait reçu d'un prétendant, mais qu'elle ne l'avait jamais utilisé, et qu'elle pensait donc que ce serait un bon cadeau pour Lina, parce qu'elle avait l'air très fatiguée. Lorsque Rose lui demanda quel était le sujet de la conversation, Lina se mit à douter, demandant si le paraïde pouvait d'une manière ou d'une autre altérer le cerveau et conférer à la personne une sorte de pouvoir. Rose répondit que dans ce cas, ils ouvriraient le crâne de la personne altérée pour examiner tout ce qu'il y avait à l'intérieur, comme ils avaient prévu de le faire avec Shine, et qu'ils se débarrasseraient de son corps à la fin. Lina, choquée, décida de sortir rapidement, et son amie fut triste de la voir partir sans même avoir pu déguster le gâteau. Ce soir-là, Lina regarda le dessin qu'elle avait fait, imaginant à quoi ressembleraient tous les membres de l'escouade du fer de lance. Elle plaignit Shine d'avoir dû tuer ses propres camarades pour éviter qu'ils ne rejoignent le groupe ennemi, puis elle alla voir son oncle pour lui raconter la dernière bataille. Il lui demanda combien de véhicules il restait, et elle lui en donna le nombre exact. Elle a alors suggéré d'utiliser un mortier militaire pour aider et essayer d'éviter d'autres morts dans le groupe. Mais son oncle lui a expliqué que le mortier devait être rechargé à chaque tir et qu'il se trouvait au milieu d'un champ de mines, ce qui le rendait très dangereux. Il a ajouté qu'il ne ferait pas cela pour les 86, parce qu'ils étaient des pièces jetables, contrairement aux soldats de l'État. Lina a été dégoûtée par son mépris pour la vie des 86 et par le fait qu'il les traitait comme des déchets. Lorsque Lina a tenté d'expliquer à son oncle que les membres des 86 étaient tout aussi humains que les autres et qu'ils enduraient eux aussi de grandes souffrances sur le champ de bataille, son oncle lui a rappelé qu'il l'avait déjà averti de ne pas trop s'impliquer dans ce groupe. Ensuite, il lui a remis un document et lui a dit qu'il envisageait de les envoyer en mission pour détruire la base de la flotte ennemie qui était en train d'être construite près de chez eux. Sur le moment, Lina fut surprise, car il voulait les entraîner dans un nouveau combat, avant même d'accorder la moindre compensation à ceux qui avaient déjà perdu la vie. Elle s'est plainte qu'il fallait remplacer les gens, comme dans les autres unités, mais son oncle a insisté sur le fait que s'il ne détruisait pas la base avant qu'elle ne soit prête, ce sont les membres de l'escadron fer de lance qui souffriraient en premier. Si elle voulait vraiment les sauver, elle devait donc leur faire accepter cette mission. N'ayant pas grand-chose à faire, Lina finit par confier la mission à Shine. Elle s'excuse en disant qu'elle n'a pas pu trouver de remplaçant pour ceux qui ont déjà été perdus, et Shine fait remarquer qu'ils connaissent déjà tous la base ennemie toute proche, et qu'à son avis, ce n'est qu'un piège pour les faire tuer. Lina ne s'attendait pas à ce qu'il attaque, même s'il savait que c'était un piège, mais Shine et tous les autres étaient déterminés à y aller. Elle était contrariée de ne pas avoir été autorisée à utiliser un mortier, mais tout le monde a fait remarquer qu'il n'avait jamais vu un mortier fonctionner et qu'il savait qu'il devrait se battre sans aucun soutien depuis le début. Avant la fin de l'appel, Shine s'est rendu compte que sa voix était un peu tendue et lui a demandé si elle traversait une période difficile. Il lui a suggéré de faire une pause et de manger un bonbon pour se calmer, et Lina s'est mise à rire en disant qu'il agissait comme son frère. Elle s'est souvenue que lorsqu'elle était plus jeune, le frère de Shine lui avait donné la moitié d'une barre de chocolat à un moment difficile. Shine a demandé à quoi ressemblait le visage de son frère lorsqu'il parlait de lui, et Lina a répondu qu'il souriait et avait un regard plein de gentillesse. Sans réfléchir, elle a commenté que ce temps de discussion était très précieux pour elle, mais elle est devenue rouge d'embarras et a raccroché. Quelques jours plus tard, Lina a décidé d'aider les 86 ERS en organisant l'envoi de fournitures par l'armée républicaine. Lorsque le fonctionnaire lui a demandé ce qu'il y avait dedans, Lina lui a dit qu'il s'agissait de munitions spéciales et lui a versé un pot de vin pour qu'il ne pose plus de questions. En revenant, Lina a vu plusieurs personnes organiser les préparatifs de la fête de la Révolution. Elle a trébuché et est tombée devant la foule. À ce moment-là, elle s'est sentie gênée et est partie rapidement. Plus tard, au bureau, elle a utilisé le système pour parler au groupe de tête. À la fin de la journée, dans la soirée, elle a été surprise parce que la fête de la Révolution était déjà en cours. Tout le monde prenait des photos et lançait des feux d'artifice dans le ciel. Elle se souvient que Corena lui a dit qu'il n'avait besoin d'elle pour rien et que rien ne changerait sans commandant en chef. Lina se demanda si le fait qu'elle essayait de faire face à toute cette folie ne les déconcentrait pas. Elle se demandait si le fait d'entendre les voix de leurs collègues décédés ne les dérangeait pas tout le temps, jusqu'à ce qu'un enfant tombe et se mette à pleurer bruyamment. Lina se souvint alors de ce que Corena avait dit,
que les gens comme eux devaient supporter d'entendre des cris de mort en permanence et que la meilleure façon de mourir était de se faire exploser en même temps que le véhicule. En rentrant chez elle, elle a essayé de les contacter via Paraïd, mais elle a remarqué que Shine n'était pas là. Reden lui dit qu'il s'est couché tôt parce qu'il était très fatigué, et Lina se demande si les voix des morts n'en sont pas la cause. Theo répondit que c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas changer et que parfois ils étaient eux-mêmes épuisés rien qu'en étant dans ce secteur. Lina fit remarquer qu'elle se rendait bien compte que l'atmosphère devenait de plus en plus lourde à cause des camarades qui mouraient à chaque bataille, et que depuis qu'elle avait pris la relève, personne ne s'était joint au groupe. Elle leur demanda alors de patienter encore un peu pendant qu'elle essayait d'y voir plus clair. Le lendemain, Lina est retournée voir son oncle en lui disant qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle lui dit qu'ils ont besoin de toute urgence de nouveaux membres pour couvrir leurs pertes. Avant qu'elle ne puisse trop insister, son oncle lui dit que le plan de renforcement était prêt et lui demanda de continuer son service jusqu'à ce que tout soit en place. Soulagée, Lina était heureuse que le groupe ait enfin du soutien. Son oncle lui rappela le festival de la Révolution et lui demanda de choisir une tenue adéquate pour représenter la famille lors de l'événement. Lors de la cérémonie, Lina choisit une robe noire et réussit à traverser la fête sans qu'aucun homme ne l'invite à danser. Lorsque Rose arrive, elle est surprise par l'apparence de Lina et lui dit qu'elle a l'air d'être en deuil. Au cours de la conversation, Rose aperçoit l'un des hommes qu'il avait déjà dragué à la fête et s'enfuit avant qu'il ne s'en aperçoive. Peu après, Lina a reçu un appel inattendu de Shine. Elle pensait que quelque chose n'allait pas, mais il lui a dit qu'il l'appelait parce qu'elle lui manquait à ce moment-là. Il en a profité pour lui dire que les fournitures étaient arrivées et la remercier de leur avoir donné l'occasion de célébrer le festival avec des feux d'artifice. Lina a dit qu'elle pensait que les feux d'artifice seraient magnifiques dans leur ciel et a proposé qu'un jour ils regardent les feux d'artifice ensemble après avoir quitté l'armée. Elle a également fait remarquer qu'elle aurait aimé que ses amis voient le feu d'artifice avant de mourir, et Shine a répondu qu'il lui en serait certainement reconnaissant. Shine était également heureux qu'elle se souvienne encore de Shurey, car même lui ne se souvenait plus du visage de son frère. Lorsqu'il lui demanda si Lina continuerait à se souvenir d'eux après leur mort, elle devint émotive et promit qu'elle ne laisserait personne d'autre mourir. Le matin, Shine reçut des munitions de l'armée d'État et dut supporter les plaisanteries et les préjugés pour ne pas causer d'ennui à Lina. Une fois seul, il ouvrit la boîte et y trouva plusieurs feux d'artifice. Le groupe s'enthousiasma, à l'exception de Kurena qui se mit en colère et pensa à demander à Lina de ne plus s'approcher d'eux, puisqu'elle leur envoyait même des cadeaux. Dans son esprit, il valait mieux qu'elle coupe le contact, puisque les autres faisaient comme si de rien n'était. Anju se souvient de ce que Daya a dit, à savoir que Lina n'est pas une personne, et que c'est justement pour cela que Shine et Eran ne lui ont rien dit, de peur de la blesser. Pendant ce temps, Kurena voulait savoir si Anju allait bien, puisqu'elle ne s'était jamais baignée avec une autre fille auparavant. Anju a répondu qu'elle ne s'en souciait plus. Elle se souvint alors que Daya l'avait complimenté sur ses cheveux lors de leur premier rendez-vous, alors qu'il savait qu'elle portait le sang des cochons blancs. Kurena s'est également souvenu de la première fois qu'elle a vu Shine mettre fin aux souffrances d'un collègue, et cela l'a profondément ébranlée. Elle se demandait qui mettrait fin à ses souffrances, et si quelqu'un aurait le courage de l'euthanasier le moment venu. Par la suite, ils ont participé à quelques affrontements contre les forces ennemies. Et lorsque Lina a mis en garde contre le danger de l'artillerie à longue portée, Shine a été ébranlé par l'idée qu'il pourrait finir par rencontrer l'esprit de son frère au combat. Malgré tout, Lina décida d'ordonner la retraite pour ne pas risquer de tomber sur cette super artillerie. Lorsque les gens réussirent à sortir de là, Lina leur promit qu'ils recevraient bientôt des renforts et qu'ils pourraient donc se battre sans trop se soucier du manque de soldats. Elle ne put retenir son indignation, car le général lui avait déjà dit que la demande de ravitaillement avait été acceptée. Shine préférait d'abord parler au groupe avant de lui ouvrir son cœur, et après l'accord de tous, il lui expliqua qu'il valait mieux qu'elle cesse d'essayer d'aider, car rien ne changerait. Elle avait beau essayer, l'armée n'enverrait jamais de remplaçants, justement pour s'assurer de les éliminer, puisque cela avait toujours été le but de sa sororité. Lina ne comprenait pas bien ce qu'il voulait dire, alors ils expliquèrent que la sororité n'envoyait de nouveaux agents que lorsqu'ils étaient déjà morts, et Reden ajouta que l'armée ne laissait personne survivre, et Theo ajouta que le fait de servir pendant 5 ans n'était qu'une tromperie qui leur permettait d'en finir plus facilement. Enfin, ils expliquent que l'armée fait exprès d'empêcher les habitants du secteur 86 de se rebeller. Pour eux, le fait d'avoir survécu jusque-là est la preuve de leur ruse, et les autres les considèrent comme des héros pour avoir continué à se battre alors qu'ils connaissaient l'issue de la bataille. Lena fut horrifiée d'apprendre qu'ils étaient forcés de se battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, et que le secteur 86 n'était en fait qu'un champ où ils se battraient tous jusqu'à la fin de leur vie. Kurena a expliqué que personne ne revenait jamais de la guerre et qu'il était interdit de quitter les camps. Elle voulait savoir pourquoi ils continuaient à se battre malgré tout, et pourquoi ils n'essayaient pas de s'échapper ou de se venger de la République. Reden expliqua alors que se venger n'était pas difficile, qu'il suffisait de laisser l'ennemi envahir le pays,
mais qu'ils mourraient tous aussi. Il a dit qu'il n'était pas d'accord pour le faire car une certaine Madame Alba avait protégé le secteur 9 alors qu'il n'était qu'un enfant de 12 ans. Shine, quant à lui, a été élevé par un prêtre Alba, et d'autres Alba ont abandonné leurs terres et ont fini par être emmenés sur les champs de bataille. Il a dit que certains d'entre eux avaient du sang Alba et qu'ils avaient tous un document qui l'indiquait. Et même si beaucoup d'Alba étaient considérés comme de la racaille, il y avait aussi des gens bien qui essayaient de les protéger du mieux qu'ils pouvaient. Finalement, chacun a choisi sa propre voie et a décidé de mourir en combattant, puisque tel était son destin. Peu de temps après, Shine transportait des pièces des drones Juggernaut de ses amis décédés. Il dit à Raiden que l'équipe de Kai n'a pas trouvé le Juggernaut de Shees, et Raiden dit que ce qui s'est passé lors de la dernière bataille n'est pas de sa faute. Shine dit que l'attaque d'aujourd'hui était un test d'une nouvelle arme fabriquée par la flotte qui a fini par tuer 4 personnes à la fois. Shine pensait que si cette arme était mise au point, ce serait la fin de la République. Au milieu de la conversation, Shine entendit la voix de Shurey, et cette fois-ci, il réussit à la localiser et comprit que son frère le cherchait. Il demanda à Raiden s'il voulait se suicider avant de mourir le lendemain, mais Raiden lui répondit qu'ils allaient tous se serrer les coudes jusqu'au dernier moment. Pendant ce temps, Lina n'arrivait pas à oublier ce que l'escouade lui avait dit. Lorsqu'elle a vu le nombre de missions qu'ils avaient déjà effectuées, elle a été dégoûtée et est allée trouver Rose au milieu de la nuit. Rose lui dit qu'il n'y a plus rien à faire et lui suggère d'abandonner et de ne plus y penser. Lina s'indigne et crie en demandant à Rose d'arrêter de se comporter comme si elle était méchante. Rose s'est mise en colère et a dit qu'elle devait cesser d'être une héroïne, car elle n'avait aucun moyen de sauver les 86. Puis elle désigne la maison voisine en disant qu'il y a là des scientifiques qui ont travaillé avec son père. Elle se souvient que les voisins étaient des personnes avec lesquelles elle jouait et allait à l'école, mais qu'un peu plus tard, ils ont disparu de l'école et que ses camarades de classe ont commencé à l'intimider parce qu'elle était amie avec des personnes que l'on appelait les possades. Elle s'est alors arrêtée et n'a rien pu faire. À l'époque, un de ses petits camarades, qui avait le même âge, ne savait rien de tout cela et voulait simplement continuer à jouer dans la cour. Mais elle ne l'a pas laissé faire et ils se sont battus tous les deux et elle a fini par le traiter de sale pot. Rose a eu peur d'elle-même pour avoir dit cela, et lorsque son père a voulu aider le petit garçon, elle a refusé, disant qu'il n'était pas son ami, et a dit à son père de ne pas risquer sa vie pour eux. Le lendemain, ses voisins ont été envoyés sur le champ de bataille, et elle n'a fait qu'essayer de se convaincre qu'il n'y avait rien à changer. Finalement, elle a dit à Alina qu'elles étaient toutes les deux également responsables, même si Alina essayait de jouer les gentils. Cela dit, elle a emmené Alina chez ses voisins et lui a dit qu'ils avaient une responsabilité héritée de leur mère, celle de ressentir ce que l'autre ressentait sans avoir à parler. Elle raconte que Dom a attiré l'attention de son père, mais que lorsque l'armée l'a découvert, elle a ordonné à son père de créer un appareil imitant ce pouvoir pour remplacer la radio. C'est ainsi qu'est né l'appareil que tout le monde utilise pour communiquer. Alina a été bouleversée lorsqu'elle a appris que l'appareil de communication qu'elle utilise a été fabriqué au prix du sacrifice de plusieurs personnes, des personnes qui ont servi de cobayes, car l'appareil dépendait de l'échange de mots et ne pouvait pas être testé sur des animaux. Pour ne rien arranger, toutes les personnes utilisées pour les tests étaient des enfants qui ont beaucoup souffert. À cause de cela, son père a fini par se suicider et cette information a été cachée à tout le monde. C'est alors qu'elle a compris qu'elle méritait de mourir car elle avait abandonné ses amis comme son père et elle a donc décidé de poursuivre les recherches de son père, y compris en essayant de s'occuper des victimes. Rose a dit qu'Alina avait autant tort qu'elle, peut-être même plus, puisqu'elle s'est encore plus impliquée avec les 86 et qu'on les envoyait maintenant à la mort. Elle a rejeté la faute sur elle, en disant que si elle les avait laissés partir, les avait laissés mourir, ils n'auraient pas été chargés d'une mission suicide. Alina a ensuite quitté la maison après que Rose lui a dit qu'elle la détestait et qu'elle ne voulait plus jamais voir son visage. Le temps passe et Alina reste enfermée dans ses pensées, repensant à tout ce qu'elle a entendu de Rose et à la promesse qu'elle a faite de ne laisser personne d'autre mourir. Elle décida alors d'aller voir son oncle pour lui demander d'annuler la mission de reconnaissance de l'escadron Fer de Lance, car il n'était pas logique qu'il continue à mourir. Mais son oncle lui répondit qu'il serait préférable pour le pays tout entier que tous les membres de l'escadron Fer de Lance meurent. Il a dit que si le peuple découvrait ce qu'ils avaient fait à la fin de la guerre, la République serait couverte de honte dans le monde entier et on se souviendrait d'eux comme de tyrans. Le plan consistait à éliminer tout le monde et à faire disparaître tout indice, afin que personne ne puisse accuser le pays de quoi que ce soit. Alina a répliqué en disant qu'il faisait partie de la nation et qu'il devait être protégé comme le prêchait le saint, mais à la fin, il a dit qu'il était trop tard pour rechercher la liberté et l'égalité. Mais Alina a refusé d'accepter cela et a dit qu'il essayait simplement de justifier son propre désespoir.
Il lui a dit qu'elle pouvait parler de ses rêves et de ses désirs autant qu'elle le voulait, mais l'a averti qu'il serait difficile de convaincre qui que ce soit de ce qu'elle pensait, car l'espoir et le désespoir vont de pair, comme s'ils étaient les deux faces d'une même pièce. Elle voulait quelque chose, mais n'y parvenait pas. Finalement, Alina s'est rendue à l'évidence et a parlé à Shine de leur mission. Elle lui dit qu'il s'agissait d'une mission suicide et regretta de ne pouvoir rien faire pour l'aider. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était essayer de leur faire changer d'avis et de les faire fuir. Mais Shine a simplement dit que chacun a son temps et que personne n'est à blâmer. Pour eux, c'est juste leur tour de mourir enfin. Alina fut dégoûtée car il avait déjà accepté l'idée de sa propre mort et de celle de ses compagnons, mais Shine lui assura qu'il n'allait pas mourir, mais tenter de gagner leur liberté et de suivre enfin le chemin qu'ils avaient choisi, et que pour eux il était nécessaire de se battre pour continuer. Après avoir entendu cela, Alina rappela à Shine son objectif et lui dit qu'il ne pouvait pas mourir sans l'avoir atteint. Son but était de vaincre son propre frère, et elle avait très peur qu'il ne soit pas capable de l'affronter, même s'ils étaient ennemis. Mais Shine lui expliqua qu'il ne pourrait avancer que s'il se débarrassait de lui. Avant de mettre fin à la conversation, il a demandé à Alina de ne plus contacter le groupe car il ne voulait pas qu'elle entende les dernières paroles de Shurey. L'appel se termina donc peu après qu'elle eut appris quel était leur plan contre l'ennemi. Pendant ce temps, Shine vit que tout était prêt pour la bataille finale et Raiden lui conseilla de ne pas agir sans réfléchir comme d'habitude, mais Shine ne promit rien. Ensuite, il mit le nom d'Aruto à côté des autres qui étaient déjà partis, et Raiden dit qu'il était contrarié que son ami soit parti, car s'il avait été en vie, ils auraient pu faire un voyage ensemble. Les autres membres de l'escadron Spearhead s'organisèrent pour partir, chacun faisant ses adieux à la base à sa manière. Le lendemain, les 5 membres restants se sont retrouvés pour prendre leur dernier repas ensemble avant de repartir. Ils se remémorent leur premier jour, se promettant de ne pas perdre la face et de se battre jusqu'au bout. Pendant le voyage, Théo fait remarquer que Lina ne leur a pas parlé avant la mission. Et Angèle est d'accord, disant qu'elle aurait dû leur dire au revoir avant la fin possible. Lorsqu'ils arrivèrent au véhicule, ils se rendirent compte qu'il restait de la nourriture dans chacun d'entre eux et comprirent que c'était Raiden qui l'avait préparé pour eux. Puis ils se préparèrent pour la mission finale et commencèrent à avancer en territoire ennemi. Dès qu'ils sont partis, la base s'est vidée. À un autre moment, Shurey se remémora les derniers instants qui avaient failli entraîner la mort de Shine à cause de la colère qu'il ressentait. Il avait toujours reproché à son frère la mort de leurs parents, puisqu'ils avaient dû partir à la guerre à cause de lui. Plus tard, il s'est rendu compte que son frère n'était pas à blâmer, mais son désir de le protéger était si grand qu'il a fini par être submergé. Après avoir perdu la tête face à l'ennemi, il a fini par devenir le commandant de la flotte qui allait combattre Shine et ses alliés. Dès lors, il comprit qu'il ne pourrait pas protéger son jeune frère et décida de faire en sorte qu'ils meurent tous les deux ensemble et qu'ils restent ensemble pour toujours. Alors que les ennemis arrivaient en masse, Shurey s'avança vers les Juggernaut du fer de lance. Les gars se rendirent vite compte qu'ils allaient devoir faire face à tous les véhicules de l'ennemi. Ils virent une immense armée avancer et entendirent plusieurs voix étranges qui s'amplifiaient. Shine fut même heureux de reconnaître son frère parmi eux et dit au groupe de continuer à avancer et d'essayer de se cacher dans la forêt pendant qu'il essayait de vaincre son frère. Raiden refusa de le laisser suivre seul, décidant qu'il n'allait pas abandonner son ami. L'attaque de l'ennemi arriva en premier et Shine sauta pour faire face à Shurey. Lorsque le combat commença, ils comprirent que le but de l'ennemi était de les éloigner de Shine. Ce combat était vraiment différent. Raiden comprit rapidement qu'il s'agissait d'une manœuvre de Shurey qui voulait passer du temps seul avec son frère. Shine se rendit compte que ses tirs n'avaient aucun effet sur les drones ennemis et comprit rapidement que Shurey voulait qu'il soit assez proche pour les achever lui-même, tandis que le reste du groupe se contentait d'essayer d'amincir le groupe d'ennemis. Mais plusieurs ennemis supplémentaires apparaissaient à chaque minute. Ils furent surpris de voir les missiles former des ailes dans le ciel et tomber comme une tempête. Soudain, Raiden se rendit compte que quelqu'un les aidait et il comprit rapidement qu'il s'agissait de Lina, qui essayait de les aider et de communiquer en se battant. Elle utilisait le paraïde pour essayer de voir ce qu'il voyait, ce qui le mit en colère, et il l'avertit que cela pourrait la rendre aveugle. Lina répondit que cela ne la dérangeait pas de suivre les règles, ou même de devenir aveugle, puisque rien d'autre n'avait de sens dans cette sororité. Raiden trouva amusant qu'elle dise qu'elle n'était pas là pour eux, mais parce que le pays serait en danger si l'ennemi parvenait à percer leur défense. Lorsqu'elle demanda des nouvelles de Shine, il répondit que ce dernier était parti affronter son frère. Shine réussit à s'approcher du drone de Shurey, se plaça juste devant, et tenta de déjouer son frère en courant rapidement entre les arbres, afin de ne pas lui laisser la moindre chance d'être touché. Au bon moment, il sauta et réussit à faire quelques dégâts, mais le drone de Shurey lança des bras collants, l'attrapa et le projeta au loin. Pendant ce temps, le groupe vit l'ennemi commencer à reculer et fut soulagé de penser que les combats allaient se calmer, pour bientôt voir le véhicule de Shine s'écraser et Shurey se rapprocher pour en finir. Lina demanda à Kurena de lui envoyer les coordonnées des ennemis,
Kurena hésita, mais décida finalement de lui faire confiance pour sauver Shine. De l'autre côté, Shurei était excité à l'idée de revoir son frère. Il voulait se débarrasser rapidement du corps humain de Shine, mais il vit les amis de Shine avancer vers lui, combattant le reste de ses disciples. Il décida de prendre les choses en main, mais fut surpris par un missile qui fonçait sur lui à toute vitesse. Il était ennuyé car le missile allait toucher Shine. Il préféra donc prendre un coup de plein fouet pour protéger son frère. Après avoir été durement touché par les missiles, tout le monde essaya de réveiller Shine, qui était inconscient et blessé. Il sentit les mains de Shurei serrer son cou, comme s'il voulait l'étrangler, comme il l'avait fait auparavant. À ce moment-là, il réalisa que son frère ne lui avait pas pardonné et décida d'en finir et d'offrir à Shurei le repos éternel. Il lui sauta dessus, le salua et lança le missile en plein dans le point faible du véhicule. En voyant le visage de son frère, Shurei comprit qu'il n'avait plus besoin de lui tenir la main, s'excusa et accepta sa fin. De l'autre côté, Shine avait une boule dans la gorge en se rappelant le visage de son frère. Et après tout ce qu'il avait fait, il s'effondra en pleurant comme un enfant. Au matin, la guerre était terminée et tous les 5 avaient réussi à survivre grâce à l'aide de Lina. Shine finit par lâcher son écharpe, tout en restant silencieux et triste. Raiden leur proposa de raccrocher le téléphone, car il ne voulait peut-être pas être entendu par qui que ce soit à ce moment-là, et son aide n'a été possible que parce que Rose a décidé de l'aider. Et tout cela s'est passé après une visite de Lina la veille. Au début, Rose ne voulait pas s'impliquer dans l'histoire ni même soutenir le plan. Mais elle a été choquée lorsqu'elle a réalisé que Lina parlait de Shine, le garçon avec lequel elle jouait lorsqu'elle était enfant, et qu'à cause de tout ce qui s'était passé, elle avait fini par le traiter très mal. Lina a expliqué qu'il n'y avait pratiquement pas d'autres jeunes de son âge dans le secteur 1, et que Shine était exactement ce garçon, parce qu'il avait un frère plus âgé. Lina dit que Shine est la faucheuse, la personne à qui elle parle tous les jours. Rose se demande si Shine a parlé d'elle. Elle pensait qu'il lui en voulait encore, mais Lina lui a dit la vérité. Soit elle l'aide maintenant, soit elle ne fait pas semblant de le voir et le laisse tomber pour la 3e fois. Une fois que tout a été réglé, Rose a dit qu'elle partait. Lina fait alors remarquer que Shine n'a survécu que grâce à elle, mais Rose ne veut pas accepter qu'elle est responsable de l'avoir sauvé. Dès qu'elle s'est éloignée, Lina a été soulagée de voir que le plan avait fonctionné. Peu après, Shine l'appela, disant qu'il avait entendu sa voix pendant le combat. Lina inspira profondément, soulagée de savoir que tout le monde était en vie, et reçut même quelques remerciements. Outre la surprise de la foule de la voir plus audacieuse, Kurena plaisanta en disant qu'elle pensait que Lina allait les faire exploser en même temps que leurs ennemis. Shine est allé directement vers elle et la remerciait tout particulièrement, disant qu'il avait pu donner une chance à son frère grâce à elle. Elle répondit que ce n'était qu'une coïncidence et promit qu'elle se consacrerait encore plus à eux la prochaine fois. Mais elle fut rapidement stupéfaite d'entendre le groupe prévoir d'avancer sur la base ennemie alors que leur véhicule était endommagé et qu'ils n'avaient presque plus de munitions. Il s'est avéré qu'ils avaient déjà trop avancé, et comme tout ce qui leur restait dans la base des 86 était la mort, ils ont décidé de continuer jusqu'à ce qu'ils trouvent leur fin. Ils lui demandèrent de faire de son mieux pour s'occuper de l'équipe suivante, et Lina sortit en courant de la caserne, alors que l'escouade du fer de lance discutait, prête à entrer en action et à mourir. Elle courut jusqu'à n'en plus pouvoir, ne s'arrêtant que lorsqu'elle découvrit qu'ils avaient franchi les frontières de la République et qu'ils étaient tous excités d'avoir enfin réussi à s'échapper de Distrito 86. Lina s'effondra d'épuisement et fondit en larmes, puis elle entendit Shine dire qu'il allait continuer. Peu après, les communications ont été coupées et ils ont tous disparu des radars. Le groupe a enfin pu quitter le secteur et découvrir des endroits totalement nouveaux pour eux. En explorant, tout est devenu nouveau. Ils ont essayé différentes choses, comme s'ils avaient enfin trouvé la paix après tant de luttes. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent sur une plage, mais se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas traverser la mer avec les Juggernaut et qu'ils ne connaissaient pas la région. Shine se demanda alors si cela valait la peine de continuer à marcher et décida de faire une pause pour profiter de leur nouvelle liberté et ils passèrent toute la journée au bord de la mer. Le lendemain, Raiden eut l'impression qu'ils étaient les seuls au monde. Shine se moque de lui en disant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être aussi sentimental. Shine pensa alors à ses amis qui étaient morts auparavant. Pendant tout ce temps, il avait seulement eu l'impression qu'ils avaient disparu et non qu'ils étaient morts. Raiden demanda alors combien de personnes étaient mortes et Shine répondit que 576 étaient mortes, dont Shurei. Raiden fut surpris de réaliser que Shine avait déjà gravé son nom sur leur Shirobo et se demanda alors jusqu'où il pouvait emmener tout le monde. Il fit remarquer qu'il y avait une limite au nombre de jours qu'il pouvait passer sans ressources et Raiden demanda si Lina lui avait déjà demandé ce qu'il prévoyait de faire après le service et il admit qu'il n'y avait jamais pensé. Ensuite, le groupe s'est réuni pour manger. Ils décidèrent de se rendre dans une ancienne cité proche qui faisait partie de l'Empire.
Ils continuèrent à explorer le site abandonné, et Shine réfléchit au fait que chacun d'entre eux venait d'un endroit différent et qu'ils ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas du tout ce que la République avait fait. Raiden demanda si cet endroit lui rappelait des souvenirs, et Shine répondit que ses parents y étaient nés, mais qu'il n'avait jamais visité la ville et qu'il n'avait aucun souvenir de ses parents. Soudain, il s'arrêta devant un tunnel sombre et faillit y entrer. Mais Raiden le retint et lui demanda de ne pas s'enfuir. Shine lui expliqua qu'ils étaient en territoire ennemi et qu'il était normal d'entendre des voix dans leur tête, mais qu'au moins ils ne se battaient plus. Le soir, Anjo et Kurena en profitent pour prendre un bain chaud. Ensuite, Kurena a regardé Shine dormir tranquillement tandis que Raiden a remarqué qu'il souriait beaucoup ces derniers temps. Les gars ont réalisé qu'il était plus léger lorsqu'il faisait des blagues, et ils pensent que c'est parce qu'il a trouvé la paix après avoir atteint son objectif. Mais Raiden a maintenant peur car il n'a plus rien qui le retienne dans ce monde. Le lendemain, tout le monde se réveille en sursaut et se rend compte que Shine a disparu. Ils ont découvert qu'il avait laissé sa Dieugenode derrière lui et même son appareil de communication, mais qu'il avait pris un pistolet. Ils ont cherché Shine dans toute la ville jusqu'à ce qu'ils le trouvent aux eaux. Raiden a été surpris de voir Shine s'approcher d'un drone ennemi. Mais Shine a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car le véhicule était détruit et ne pouvait plus bouger. Raiden a fait remarquer qu'il avait remarqué que ce drone s'approchait lentement d'eux, mais qu'il ne semblait pas s'agir d'un drone de reconnaissance. Shine dit qu'il avait l'intention de le laisser tranquille, mais qu'il avait l'impression que quelqu'un à l'intérieur l'appelait depuis la veille. Shine s'est approché et a entendu la voix du fantôme du drone, disant qu'il voulait rentrer chez lui. Shine prit alors son arme et décida d'offrir à son ancien compagnon une fin digne en lui tirant dessus une fois. Il demanda ensuite à Raiden s'il existait d'autres pays que la République, et Raiden répondit qu'il y avait des endroits au-delà des anciennes frontières que l'Empire ne pouvait pas atteindre. Shine pensa qu'il pourrait peut-être essayer de vivre dans l'un de ces endroits, et que la fin du voyage serait d'arriver dans ce paradis où il pourrait recommencer à zéro. Fido, le robot, s'est souvenu du jour où Shine réparait des défauts sur les Juggernaut et s'est rendu compte qu'il était là à l'observer. Ce fut leur premier contact et Shine réalisa qu'il était le dernier survivant après la mort du reste du groupe et que Fido était en bien mauvais état. Shine décida d'emmener Fido avec lui au quartier général de l'escadron. À son retour, il vit un groupe de l'armée en train d'envoyer de nouveaux membres dans le secteur pour combattre à ses côtés. Alors que les autres étaient traités avec indifférence, Shine s'approcha de l'un d'entre eux et fit mine de l'attaquer. Il prit un clou et l'enfonça dans le mur, surprenant tout le monde, même le robot. À partir de ce moment-là, Fido est entré dans leur routine, écoutant tout ce qu'ils avaient à dire et partageant chaque moment à l'intérieur du QG jusqu'à ce que Levi décide de l'envoyer avec les derniers survivants de l'escadron, en lui demandant de les protéger à tout prix. La dernière personne qu'il a vue est son meilleur ami, Shine, juste avant qu'il ne soit touché par un missile ennemi qui a fait exploser les derniers guerriers du Z6. Le Coréen reprit ses esprits à l'intérieur du véhicule endommagé, constatant que ses partenaires tenaient toujours bon dans le combat. Certains, sans option, durent affronter les ennemis avec seulement des pistolets, car leur Juggernaut n'avait plus de munitions. Et alors que Shine faisait face aux machines ennemies, il fut étonné de voir Fido prendre un coup brutal à sa place, le laissant complètement hors de combat. Le lendemain, une fois la bataille terminée, Shine analysa Fido et réalisa qu'il n'était plus possible de voyager avec lui, car il avait été complètement détruit. Il prit alors un morceau du Fido et y grava son nom, afin de ne jamais l'oublier. Il mit ce souvenir avec ceux de ceux qui étaient déjà partis, puis il dit à Raiden qu'il ne pensait pas qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, car il ne restait qu'un seul Juggernaut en bon état et que leur nourriture et leurs munitions commençaient à s'épuiser. Ils décidèrent de conduire le Juggernaut de Shine à tour de rôle. Corena a pris le volant en premier, car elle avait été la première à perdre son propre Juggernaut et était moins fatiguée que les autres. Le groupe se mit d'accord sur le fait qu'en cas d'apparition d'ennemis, celui qui conduirait serait responsable du combat. Ils continuèrent donc leur voyage. À un moment donné, Shine s'est rendu compte qu'il allait pleuvoir et a demandé à la Corena de le suivre jusqu'à une grotte située à flanc de colline. Ils finirent par s'abriter de l'orage à l'intérieur, prêts à faire face à toute menace si nécessaire. Le lendemain, lorsque la pluie s'est dissipée, ils ont suivi le chemin et se sont aperçus qu'ils se rapprochaient de plus en plus de la base ennemie, car le nombre de drones dans la zone ne cessait d'augmenter. Ils finissent par arriver à une école abandonnée dans un village oublié, et c'est la première fois que la Corena voit une école. Elle proposa au personnel de dormir sur place, ce que tout le monde accepta. Lorsqu'elle est entrée dans la salle, elle a regardé le tableau noir, Anju a rapidement fait semblant d'être un professeur, et les autres ont joué aux élèves, ce qui a enthousiasmé la Corena et lui a donné un aperçu de ce que c'était que d'être un élève. À la tombée de la nuit, ils ont improvisé un feu à l'aide de tables et de livres. Ils se sont assis autour et ont bavardé pour se protéger du froid. Le lendemain matin, ils ont réalisé qu'ils n'avaient assez de nourriture que pour un jour de plus et ont donc décidé de continuer, Anju en tête. Le groupe est arrivé à un cul-de-sac et a envisagé d'escalader une paroi rocheuse.
mais Shine leur a demandé de chercher une autre solution. Pendant qu'elle conduisait, Shine a décidé de prendre le volant parce qu'il s'ennuyait et tout le monde a accepté. L'ennui n'a fait qu'augmenter, car tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder le paysage. Dès que Shine a pris le volant, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a décroché la remorque et a même cassé une partie de la montagne, juste pour se séparer des autres et les empêcher de le rattraper. Il expliqua que selon l'accord, celui qui conduisait serait chargé de combattre les ennemis. Raiden se rendit vite compte qu'il avait déjà senti ses adversaires approcher et qu'il voulait prendre lui-même la tête du combat. Shine demanda à tout le monde de continuer à avancer, car il serait plus difficile de les trouver dans la forêt. Les autres essayaient toujours de franchir la barricade, mais n'y parvenaient pas. Ils étaient en colère parce que Shine avait pris cette décision sans prévenir, se sacrifiant pour que les autres puissent s'échapper. Soudain, ils perdirent le contact et Shine se retrouva seul face à une armée ennemie dans une bataille sans merci. À la nuit tombée, les autres membres du groupe s'arment et se battent du mieux qu'ils peuvent. Pendant ce temps, Shine est grièvement blessé par un missile. À ce moment-là, il a commencé à entendre la voix d'un être cher qui lui promettait d'éliminer tout ennemi qui tenterait de faire du mal à sa princesse. Shine a alors vu un énorme drone se diriger vers lui et a compris qu'il était la cible. Lorsque les autres sont arrivés, ils ont tenté de l'aider en s'attaquant aux ennemis. Mais Shine était déjà au bord de la mort. Au fil du temps, les autres membres de l'escadron tombèrent les uns après les autres face aux attaques, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Shine, se demandant s'il deviendrait quelqu'un comme Shurei après avoir été absorbé par la flotte ennemie. Ailleurs, Alina arrive au secteur 86, et en entrant dans le QG, Lev lui explique que tout le monde est déjà parti et a pris le robot. Il lui demande pourquoi elle est là alors qu'elle est suspendue, et elle lui répond qu'elle veut voir la ligne de front, car elle a beaucoup de temps devant elle. C'est alors qu'elle découvre qu'un autre groupe du secteur 86 a été envoyé à la mort, car maintenant que Shine et ses amis sont partis, il y a de nouvelles personnes qui doivent mourir à leur place. Lev la laissa se promener sur le site et lui fit remarquer qu'il avait passé beaucoup de temps à regarder les jeunes aller et venir, mais qu'il n'avait jamais vu quelqu'un du commandement de l'armée dans le secteur. Alina fut surprise de constater de près qu'il était de la race Alba, tout comme elle. Il a expliqué que sa femme n'était pas une Alba et qu'il avait dû se teindre les cheveux pour accompagner sa famille lors du transfert. Il s'est engagé pour tenter de recouvrer ses droits civiques, mais sa famille est rapidement morte au combat. Il raconte qu'à son arrivée, il a demandé à Shine s'ils avaient vu les drones ennemis à la recherche d'un homme lâche qui ne pouvait pas protéger sa famille, parce qu'il voulait aller retrouver sa famille et mourir lui aussi. Mais Shine a répondu qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un le chercher. Cela a rassuré Lev, qui pouvait être sûr que sa femme et son fils reposaient en paix. Il ne lui reste plus qu'à mourir et un jour, il les retrouvera. Il a également déclaré qu'il avait toujours dit au 86 qu'il était un Alba et que cela ne le dérangerait pas que quelqu'un décide de le tuer si cela pouvait alléger le cœur de quelqu'un. Mais personne ne l'a jamais fait et il a manqué l'occasion de mourir. Peu après, il s'excusa auprès d'Alina d'avoir pris autant de temps à raconter ses histoires. Alina partit ensuite à la découverte du QG et en apprit un peu plus sur les habitudes des habitants. Elle trouva le chat dont Shine et les autres s'occupaient et le suivit jusqu'à ce qu'elle le voie jouer avec un tiroir. En ouvrant le tiroir, elle eut la surprise de trouver le journal des missions de Shine, ainsi qu'une caricature d'elle faite par Théo, qui l'avertissait qu'elle serait gênée si elle décidait de chercher ce journal, comme s'il savait qu'un jour elle le ferait. Peu après, elle trouve une photo de tous les membres de l'escouade et voit que les survivants lui ont laissé des messages d'adieu avant de partir. Kurena lui a demandé de s'occuper du chat et de lui choisir un joli nom. Alina a pleuré en lisant le message de Shine qui lui demandait de leur laisser des fleurs lorsqu'elle arriverait à l'endroit où ils avaient été. Et après toute cette charge émotionnelle, elle a décidé de continuer et de se battre jusqu'au bout pour que leur sacrifice en vaille la peine. Ainsi s'achève la première partie de l'anime 86. Il reste encore 10 épisodes, et si vous le souhaitez, je finirai cette histoire ici pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse tous, au revoir, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.